Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de l'hypnoanesthésie, celle qui est pratiquée dans les blocs opératoires? Donc, du coup, c'est vraiment un peu général. Et toi, est-ce que tu as des outils que tu trouves nécessaires justement dans la gestion de la douleur aiguë? Donc là, ça parle plus de bloc opératoire, mais si on les regroupe, peut-être que tu peux nous faire un petit condensé. Oui. Alors, moi, c'est pas ma spécialité. Je travaille pas à l'hôpital euh, pour l'hypnose en anesthésie, donc je pourrais en parler Bien, que de question façon, suivante. voilà, je pourrais en parler de façon que très limitée. Je dirais que d'une manière générale, dans les services d'anesthésie, on utilise l'hypnose, mais dans les services d'anesthésie, pas forcément pour de l'anesthésie. C'est-à-dire que l'hypnose est utilisée principalement aujourd'hui à l'hôpital pour de la sédation ou de l'analgésie à la limite. La sédation, c'est-à-dire on calme les gens. Donc la plupart du temps, c'est utilisé en complément d'une anesthésie chimique à un niveau local, pour éviter une anesthésie générale qui ne serait pas nécessaire, pas absolument nécessaire. On peut s'en passer. On aurait fait une anesthésie générale à une époque pour cette personne, peut-être pour la calmer, pour que la chose soit plus vivable. Mais en fait, une anesthésie générale, c'est vraiment, vraiment très lourd, pas du tout anodin, et il y a des gens qui peuvent pas la vivre. Donc on va remplacer cette partie-là par l'hypnose. C'est-à-dire qu'en gros, l'hypnose va servir juste à calmer la personne, à détourner son attention, et voilà, à détourner son attention, à la calmer pour pas qu'elle soit trop consciente de l'environnement extérieur, pas trop consciente de ce qui est en train de se passer. Mais il y a une anesthésie locale quand même chimique dans énormément de cas. Ou alors, enfin, ça va jamais remplacer une anesthésie qui aurait de toute façon dû être là. Ça peut éventuellement venir pour compléter là où on n'aurait pas fait d'anesthésie. Ou alors de manière rarissime. En tout cas, je suis pas forcément très informé sur ce qui se fait aujourd'hui. Ou analgésie, c'est-à-dire on va réduire la sensation jusqu'à éventuellement une sensation qui n'est pas gênante, une douleur, mais ce n'est pas ma douleur, on enlève la gêne, mais pas forcément une anesthésie au sens où la personne ne ressentira plus du tout son membre. Cela dit, dans l'histoire, ça s'est beaucoup fait. Dans les années, par exemple, 1840-1850, ça se faisait beaucoup, des anesthésies sous hypnose. Il y a énormément de cas très sérieux qui sont rapportés. On faisait des opérations légères et des opérations lourdes, des amputations même, sous hypnose, ce qui a été passé de mode quand on a découvert tous les effets, l'éther, le chloroforme, l'alcool, etc., parce que c'était beaucoup plus facile d'utiliser la chimie, évidemment, mais ça se faisait beaucoup, et même, voilà, même au XXe siècle, on a quand même pas mal de récits là-dessus. Je sais qu'aujourd'hui, ça se fait surtout pendant les opérations, c'est-à-dire que cette endalgie, cette analgésie ou cette sédation hypnotique se fait par un accompagnement pendant l'opération, en général un accompagnement qui est basé sur l'imaginaire, où on va proposer à la personne de s'orienter vers l'imaginaire, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça qui se fait, mais globalement c'est souvent ça, on va lui proposer, on va essayer de la maintenir dans un récit, dans une imagination. C'est pas toujours comme ça que ça s'est fait dans l'histoire. Les témoignages de Esdaile, par exemple, témoignent d'une technique qui est complètement différente, qui se passe juste avant l'opération. Les témoignages d'Erickson, alors là, il était même pas du tout présent à l'hôpital. Il programmait les gens à l'anesthésie en cabinet avant, par des séances préparatoires. Donc les techniques ont énormément évolué, les résultats aussi. Alors peut-être que les techniques qu'on utilise maintenant, peut-être qu'il serait intéressant de réexplorer justement des techniques d'entraînement en préalable, qui se passent justement dans des séances qui sont en dehors du bloc. Ça se faisait à un moment donné à nouveau, enfin en tout cas il y avait des entretiens avant, et maintenant je crois qu'à cause de conditions économiques, ça devient de plus en plus difficile de multiplier les séances avant l'opération. Mais voilà, je suis pas spécialiste de la chose, mais voilà, je crois qu'il y a énormément de choses vraiment formidables qui se font, et c'est très bien que ça revienne beaucoup. Ça ne s'est jamais vraiment complètement, ça a jamais complètement disparu, hein. Si on regarde des reportages de différentes époques à la télévision, par exemple, on voit que à chaque fois on reparle toujours de ça, de l'usage de l'hypnose à l'hôpital. Simplement maintenant, ça se fait, il y a des pays où ça se fait vraiment beaucoup plus qu'avant, comme la France par exemple, qui est vraiment un pays assez modèle, je crois, sur cette question. La Belgique évidemment, qui est aussi un pays exemplaire. Puis beaucoup d'autres ont suivi. Simplement, voilà, il faut quand même, il y a aussi beaucoup de fantasmes, hein. C'est-à-dire que, par exemple, on peut voir des reportages on peut lire des articles qui parlent de une opération du cerveau sous hypnose, par exemple.
C'est extraordinaire, forcément, pour le public. On se dit, le cerveau, c'est quand même vraiment quelque chose de fort. Simplement, le cerveau, en fait, est pas sensible. Donc, il n'y a pas besoin d'anesthésie pour le cerveau. Il y a même, en général, pas d'anesthésie. La personne, elle doit, pour pas mal d'opérations, elle doit rester réveillée pour pouvoir voir si on touche à la bonne zone. On doit pouvoir communiquer avec elle, voir si elle perd le langage ou autre. Donc, des cauchemars à tout le monde, là. donc, elle reste éveillée, en général. Il y a éventuellement la trépanation, c'est-à-dire l'ouverture du crâne, qui peut, faire l'objet d'une anesthésie. Donc là, est-ce que l'hypnose est utilisée à ce moment-là, je sais pas. Mais en tout cas, le fait d'utiliser l'hypnose à ce moment-là pour calmer la personne, parce qu'en effet, le dispositif est quand même assez impressionnant, et pour éviter de la shooter trop, ça c'est une chose. Mais en soi, c'est plus spectaculaire médiatiquement, on va dire, que médicalement. Donc il faut vraiment regarder l'envers de ce qui est présenté. Je sais que pour le public, c'est souvent très impressionnant. On se dit, si on est capable de faire une opération sous hypnose, c'est qu'on est capable de tout faire alors. Moi, je crois que c'est vraiment plus facile c'est dans certains cas, je minimise pas du tout le travail des gens, mais je pense que même avec une technique qui est assez moyenne, vu le besoin, vu la motivation de la personne, en général, on peut quand même obtenir des résultats peut-être plus facilement que chez une personne qui, par exemple, fume 3 cigarettes par jour et souhaite arrêter de fumer. Bizarrement, il est possible que ça nous donne plus de fil à retordre, parce qu'il y a moins de motivation, il y a moins d'urgence, le contexte est moins impressionnant, il y a moins de levier d'autorité. Donc, ce qui est spectaculaire pour le public n'est pas forcément ce qui va être le véritable défi pour quelqu'un qui pratique l'hypnose. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Sur les techniques pour la douleur aiguë, quand on a parlé de la douleur chronique, on a parlé de pas mal de techniques qui sont quand même très valables, même pour la douleur aiguë. Après, si une personne a une très très grande douleur et qu'elle est là, aiguë, qui est liée à quelque chose qui vient de se passer, par exemple, je sais pas moi, elle s'est pris, elle a eu un accident et là elle souffre. Souvent son degré de souffrance est quand même tellement fort qu'elle va être quand même difficilement réceptive à des suggestions, il faut être honnête. Il y a beaucoup de vantardises là-dessus, mais je crois quand même qu'il faut savoir passer le relais aussi, pourquoi pas à la chimie, si c'est possible. Mais là, il faut, si la personne a très très mal très vite, il faut essayer de la soulager par tous les moyens le plus vite possible. Sinon, faut créer un rapport très vite, donc il y a des techniques pour ça. Mais c'est pas évident, il faut créer un rapport très 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 vite et lui faire des suggestions très directes, très autoritaires, et détourner l'attention de la douleur le plus vite possible, mais tout en la validant. Il faut d'abord valider la douleur et ensuite même demander à la personne: est-ce que vous êtes d'accord pour que je détourne votre attention? Oui, alors on y va, maintenant vous allez penser à ci, ça, ça et ça, et vraiment l'impliquer dedans au maximum. Mais bon, c'est de la théorie. Sur le terrain, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement délicates à mettre en place quand même. La gestion de la douleur aiguë. Mais en opération, il n'y a pas forcément une gestion de la douleur aiguë. C'est plutôt une gestion du stress, de l'appréhension, du contexte, du stress généré par les outils, etc. C'est très rare qu'on laisse simplement l'hypnose s'occuper de la partie douloureuse. En général, c'est quand même des aides de ce point de vue-là. Ok. Il y a juste un truc sur lequel je reviens. Je suis pas spécialisé non plus, hein. Mais je sais pas si tu en as entendu parler, mais il me semble qu'on fait aussi de l'hypnose justement pendant les opérations avec anesthésie locale pour éviter les complications de ce que peut provoquer une anesthésie générale selon l'état de santé de la personne. Oui, il y a des personnes pour qui de toute façon c'est même totalement contre-indiqué de l'anesthésie générale. Ils sont trop fragiles, ils pourraient ne pas s'en réveiller, mais même c'est pas anodin chez toute personne. Et puis en plus de ça, il y a des hôpitaux qui y voient un intérêt parce que on passe beaucoup moins de temps en salle de réveil après l'opération, donc c'est un gain financier, on occupe moins de lits. C'est tout bête, mais ça peut être une motivation pour intégrer l'hypnose. Et puis, il y a des chirurgiens qui y voient un confort parce que ça réduit les saignements. Pas toujours, mais certains degrés d'hypnose assez profonde peuvent réduire les saignements, donc ils peuvent opérer d'une manière plus confortable. Ils y voient mieux, en fait, c'est plus propre. Le réveil se fait mieux, dans de meilleures conditions. Et puis, en effet, il y a même des gens qui peuvent avoir des allergies qui rendent contre-indiquée l'anesthésie, et alors pour le coup l'hypnose est vraiment très intéressante. Donc c'est pour ça que c'est très développé. C'est pas développé à tous les endroits où il y en a pas besoin, parce que en fait on fait pas des recherches comme là-dessus pour le plaisir de faire des recherches là-dessus. L'idée c'est pas juste de remplacer un outil qui marche par un outil
qu'on maîtrise moins, mais parce qu'il y a un vrai besoin. Et notamment aussi sur les terrains humanitaires, par exemple, où on n'a pas forcément le matériel, et voilà, et en cas de pénurie, etc. Enfin bref, il faut être capable de maîtriser ces outils-là qui sont quand même vraiment formidables. Simplement, aujourd'hui, comme ils sont pratiqués, c'est pas évident. C'est pas évident parce que les gens manquent de temps pour préparer les sujets. Donc les résultats sont très intéressants et il y a beaucoup de spécialistes qui travaillent tous les jours là-dessus et il y a beaucoup de publications là-dessus, donc il faut suivre. Mais c'est vrai que quand on lit certains témoignages sur des techniques qui se passaient, que des grands chercheurs faisaient à des époques où ils avaient peut-être un contexte moins contraignant, un contexte administratif, économique moins contraignant, on se dit qu'il y avait quand même des perspectives qui sont intéressantes à réexplorer aujourd'hui, à mon avis.